Hello, hello! We are on our way to the mountain in Switzerland. But this time, eh bien, c'est en français. Parce que c'est dans le Valais français que nous sommes. Nous allons retrouver une femme magnifique. Pour moi, une artiste alchimiste du vin, je dirais. Mais avant, voici. Qui sommes-nous? Ciao! The witch, the rider, the angel. Artist. Nomad. Family. La famille en balade. Maman aussi, c'est joli. Mamie, Yeah. et l'orinaise. Hein? Elles sont quoi les vignes? Elles sont bio bourgeons. Ok. Avec ça qu'on fait le vin bourgeon. Puis Ouais. c'est aussi des vignes qui sont dans le programme IP Suisse en plus. Ah, magnifique. Parce qu'on a démarré. En fait, on va sortir. Et ça, c'est on va Humagne. Ouais, on va être les trois premières. On est dans les 3 premières caves de Suisse à sortir des vins IP Suisse. En fait, c'est Denner qui a lancé ce programme en exclusivité pendant 3 millésimes. Il n'y a que qui auront des vins IP Suisse. Et nous, on va sortir un fendant et un assemblage rouge qui va s'appeler Coteau, comme les coteaux. Ouais. Et puis c'est super. Alors moi, j'ai vraiment bossé pour ce projet comme pour le bio. C'est moi qui m'occupe des homologations. Parce que tu as un D'accord. contrôle à la vigne, tu as un contrôle à la cave. Donc, Ouais, voilà. c'est assez poussé, hein, je Ouais, crois, c'est pour les assez poussé. contrôles. En fait, le IP, la différence entre le IP et le bio, c'est que le IP c'est beaucoup axé en fait. Ce qu'il y a de beau avec ce projet, c'est que c'est beaucoup axé sur la biodiversité. C'est superbe. Et alors, ça va jusqu'à l'autre bout là-bas. Ben, là-bas, après, on a une plantation de 17 000 mètres d'un bloc de Syrah. Waouh. Puis alors, c'est tellement agréable. C'est beau. Ouais. Alors, moi je suis originaire à moitié de Savièse et puis de par ma maman et de par mon père, une partie Savièse-Duric en fait. Et puis voilà, alors Savièse c'est un village typiquement valaisan avec plusieurs petits hameaux qui portent différents noms. Et puis c'est une des plus grandes communes viticoles du Valais en fait. La famille de ma mère, ils ont toujours vécu à Savièse et puis la famille de mon père, en fait, ils sont partis de Zurich à Genève et puis après ils ont fini à Savièse. Voilà. J'ai 3 petits frères qui se suivent et puis j'ai une maman qui a toujours beaucoup travaillé. Je pense que c'est une chose que j'ai héritée de ma grand-mère et de ma mère, c'est cette faculté à pouvoir assimiler beaucoup de travail, donc je suis assez fière. Mais du coup, ma mère, comme elle était dans une relation assez compliquée, elle a dû beaucoup travailler la journée, le soir. Donc ça a été vraiment une entraide de tous les jours entre les deux. On s'est beaucoup soutenus et puis voilà, j'ai dû m'occuper très tôt de mes frères. J'avais à peu près 7 ans quand ça a commencé.
Et puis voilà, c'était un challenge de s'en occuper, d'être là pour eux, de supporter la situation quand j'étais plus petite parce que c'était pas toujours facile, parce que des fois c'était un peu des teignes, donc quand t'es petit, c'est pas facile à gérer voilà, un peu le stress du quotidien. Et puis voilà, à l'époque j'avais pas trop une relation facile avec mon beau-père, donc ça a compliqué un petit peu tout, mais voilà, c'est des challenges qui ont un peu forgé ce que je suis maintenant aussi. Je dis toujours que ce qu'on a eu dans le passé, c'est des casseroles qu'on traîne. Et puis moi j'ai cette image de toujours dire que je ne dois pas ramener ces casseroles devant mes pieds parce que sinon ce serait l'occasion de me laisser abattre toute la journée. Ça a été une partie de ma vie, je la laisse derrière. Évidemment, de temps en temps, ces casseroles, elles me repartent devant les pieds parce que des fois je torbane un petit peu. Mais j'essaye de pas... Voilà. Oui, ça fait partie de moi, mais je ne veux pas trop y penser. Je pense que c'est pas bon pour mon bien-être de tous les jours. Bon, moi j'ai grandi quand ma mère elle s'est installée avec mon beau-père. On a grandi à la montagne, en dessous d'Aubrona. Donc moi j'ai grandi dans cet environnement de nature, d'ouverture, de montagne, de forêt. Et puis après j'ai essayé de vivre en plaine quelques temps, mais ça m'a pas plu du tout. Je me sentais un peu... En fait, je crois que c'est plus les gens. En fait, moi, j'aime pas être... Oui, j'aime être avec du monde dans mon travail, mais en fait, quand je finis mon travail, j'aime bien être chez moi, dans un environnement calme, avec de la nature, avec ma famille, sans voisins, sans rien. Moi, j'ai besoin de rien de tout ça. J'ai juste besoin de la plénitude de cet endroit, du calme, du bruit de l'eau, du bruit du vent, de l'odeur. Voilà, mais j'ai pas besoin d'une suractivité le soir encore avec une vie de quartier et tout. Ça me rend allergique rien que d'y penser. Ça m'apporte du calme parce que moi je suis quelqu'un qui est toujours voilà, en train de faire mes trucs à fond et tout. Puis je pense que si j'avais pas ça, voilà, je rêverais d'habiter à Zurich, mais je pense que je serais à moitié à la fin des premiers 6 mois, je pense que j'aurais complètement givré parce que là, ce serait non-stop, je m'inventerais plein de trucs et tout. Non, ça m'apporte vraiment du calme, de la sérénité. Et puis cette ambiance, je pense que comme j'ai pas eu une vie de famille, j'essaye vraiment d'avoir ce cocon familial qui est important pour moi. Je pense que ce que j'essaye de faire aussi dans cet endroit, c'est le nid avec Richard et Louis Martin. Voilà, ce besoin d'être ensemble et puis d'être un peu protégé dans notre bulle. Voilà. Non, mais nous, on s'est rencontrés comme 60% des êtres humains du monde au travail, donc il n'y a rien de très original. Mais moi, j'avais commencé à travailler, puis on s'est bien entendu, on a échangé. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose assez vite. Mais moi, ma vie de couple, il y a plusieurs facteurs, mais je la vis comme quelque chose d'ultra important parce que j'aime ce partage, j'aime l'échange qu'on a, le partage. J'aime le calme qu'il m'apporte, j'aime sa philosophie de vie, d'être toujours dans le non-jugement de rien, d'être juste heureux de la vie. Et puis ça, je trouve que c'est assez fantastique parce que moi, des fois, j'ai de la peine à voir ça. Et puis après, je trouve qu'il y a quelque chose de beau parce qu'on est un team au travail, on est vraiment une équipe, on fonctionne ensemble. Puis on se nourrit des compétences l'un de l'autre pour évoluer ensemble dans notre travail. Et puis ça, c'est assez beau. En fait, nous c'est une force d'être ensemble vraiment. Et puis c'est toujours rigolo parce que vraiment cette alchimie de se compléter au travail qui est bien. Mais en même temps, quand on part le matin et qu'on arrive au boulot, c'est voilà, il a son poste, j'ai mon poste. C'est plus le mari et la femme, mais c'est l'équipe soudée, quoi. Donc on arrive bien à faire la part des choses. Mais l'autre dimension, c'est que mon couple, c'est un peu aussi cette recherche de famille que j'ai pas eue avec ma mère. C'est de dire, ben voilà, moi j'ai envie de la belle histoire d'amour un peu utopique où on s'épanouit, où on est heureux, Moi, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie de me marier parce que je suis tellement heureuse de ça. Je ne suis pas l'amoureuse complètement gaga, hystérique, mais j'ai ce bonheur vraiment intérieur. Il y a toujours des gens qui ont dit « Ah, le mariage, ça sert à rien et tout ». Et moi, j'avais cette image, en fait, le jour où je me suis mariée. C'était un peu con parce que moi, c'était pas indispensable à ma vie de me marier, mais j'ai eu cette image de dire « Ben voilà, mon amour, c'était dans mon cœur et tout ». Et tout d'un coup, bam, c'était en bas dans l'estomac. J'ai eu cette image de dire « Voilà, maintenant, c'est encore un truc
un peu plus haut et puis il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Et puis moi j'apprécie, moi ça me suffit quoi. Richard il me suffit dans ma vie, à côté de mon travail, j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de plus, j'aime bien cette vie comme ça à deux, bon maintenant avec Louis. Moi je pense que si j'avais pas eu d'enfant ça aurait pas trop été grave, mais je vois que Richard il est tellement heureux maintenant que pour lui c'était vraiment quelque chose qui aurait manqué à sa vie. Mais moi j'avais pas ce besoin ultime d'être maman, mais depuis qu'il est arrivé, j'aime bien l'idée de faire évoluer ce petit être humain, de l'aider à apprendre des choses. Il y a plein de choses que je me réjouis de faire. Bêtement, moi j'adore les jeux de société, j'attends qu'il soit un peu plus grand pour faire des jeux de société avec lui, de lui faire découvrir des choses, de lui montrer ce qu'on aime, et puis de partager nos connaissances, nos envies, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Alors finalement, je m'épanouis assez dans mon rôle de maman, mais c'est sûr que quand tu travailles beaucoup, c'est pas non plus facile. Je suis toujours un peu tiraillée dans le fait de beaucoup travailler, m'en occuper. Je me dis toujours, c'est quoi s'il n'y a pas de demi-mesure là, on travaille, il vit des aventures avec ses grands-parents, avec la dame qui s'occupe de lui, Josiane, donc je suis très heureuse de ça. Mais des fois j'ai l'impression que je lui consacre pas assez de temps, alors ça me travaille un petit peu, donc j'essaye de trouver le juste milieu pour qu'il soit heureux. Mais j'ai l'impression qu'il est bien dans sa vie, il sourit depuis qu'il est né, donc je me dis que ça va pas mal. En fait, moi je voulais faire historienne de l'art, c'était vraiment mon rêve, parce que ça me passionnait, j'avais envie d'apprendre tout ce que je pouvais sur l'art. D'ailleurs c'est toujours un truc qui me manque, j'avais envie de me cultiver là-dedans, de voyager, de découvrir. Et puis mes études elles se sont arrêtées, parce qu'il fallait que je vole de mes propres ailes, mais c'était pas possible de reprendre mes études de cette façon-là. Donc j'ai commencé à travailler à la cave où je suis maintenant, c'est comme ça que ça s'est fait pour financer des études par correspondance. Mais l'art c'est quelque chose, ça vient plutôt du côté de ma grand-mère de Zurich, de mon arrière-grand-mère eux, ils ont vraiment cette culture des belles choses, aussi des tableaux, de la photographie, des livres. Et puis ça m'a toujours beaucoup animée. Et puis quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, il y avait tous ces tableaux et tout cet art et cette belle porcelaine et tout. C'est toujours quelque chose qui m'a amené beaucoup de... Ces années d'enfance difficiles, c'était un peu un endroit refuge quand j'allais chez elle. Donc j'ai ça aussi avec ma grand-mère d'ici. Alors eux, ils m'ont toujours partagé ça. Et puis ma grand-mère, elle m'a dit un jour cette phrase qui m'a toujours aidée quand j'ai acheté une œuvre d'art. Elle m'a dit, tu sais Delphine, le jour où tu pourras t'offrir une œuvre d'art ou acheter quelque chose, ça doit être quelque chose que tu dois avoir envie de voir tous les matins quand tu te lèves. Et puis souvent, ça a été des coups de cœur comme ça où je me suis dit, tiens, ça, j'ai vraiment envie de le voir tous les jours. Puis il y a plein d'œuvres comme ça que j'ai dans la maison, que c'est venu comme ça, c'est pas un achat, parce que ça me fait plaisir, mais c'est un achat parce que ça me fait du bien. Souvent le matin, je m'arrête, ou le soir, je suis assise dans mon canapé, d'ailleurs c'est un peu rempli partout, il n'y a plus de place, mais c'est des choses qui me génèrent une émotion, qui me font vraiment du bien. J'ai vraiment besoin de ces choses. Je ne suis pas matérialiste, mais j'ai besoin, ça me fait du bien. Voilà, après, bien sûr, j'adore Lautrec, la petite baigneuse par exemple, mais je suis heureuse que le monde entier puisse le voir, donc je n'aimerais pas un tableau non plus de grand maître, m'approprier quelque chose qui pourrait plus faire plaisir à d'autres gens dans un musée, mais d'artistes que j'aime, que je rencontre, que je connais, où je peux mettre un visage derrière aussi, ça me fait du bien aussi. La personne qui est derrière me fait aussi du bien à travers son art. C'est ça aussi. Ouais. Alors, quand j'ai commencé chez Jean René, c'était à la mi-septembre, parce qu'en fait, j'étais meilleure amie avec son fils. Et puis, il m'a dit, ouais, si tu veux du boulot, je crois qu'il cherche du monde en ce moment à la cave. En fait, c'était les pleines vendanges. Et puis, je me rappelle mon premier boulot. J'ai rempli 1000 caisses avec une 3/8 de caillasse et une 3/8 de métis qui devaient être livrées chez Manor. Et puis j'entendais qu'il y avait une monstre activité dans la cave parce que j'étais dans un petit dépôt à côté. Et en fait, c'était les vendanges. Et puis j'ai trouvé tout de suite l'équipe sympa, l'ambiance, les odeurs, l'endroit. En fait, il y a quelque chose à Balavou, il y a la cave, il y a les gorges, il y a cette vue sur les montagnes, les bâtiments. Il y a un truc, je me sens bien là-bas. Je me sens vraiment bien, je me sens chez moi. Ça me fait vraiment un bien fou. Et puis après, tout d'un coup, j'avais fini mes 1000 caisses et puis ils m'ont dit « Ah, mais tu travailles assez bien, si tu veux rester, on a du boulot aux vendanges. » Et puis tout d'un coup, je ne suis plus partie. Alors
J'ai bossé là pendant 4 ans. Quand tu bosses pendant 5 ans dans une profession, tu peux aller passer ton CFC, ton practicum en auditeur libre. Juste les examens. Et puis moi, j'ai été passer mes examens que j'ai réussi super bien. Donc j'ai eu mon practicum seulement en ayant fait de la pratique en fait. Voilà. Et puis en fait après, j'avais toujours un peu dans la tête de peut-être poursuivre mes études. Je ne savais pas si je voulais rester. Puis après j'ai eu un gros accident où j'ai cassé ma jambe là. Et puis suite aux séquelles, ils m'ont dit clairement que je ne pourrais plus exercer le métier de caviste parce que tu lèves des pompes, tu tires des tuyaux toute la journée. Ça aurait été plus possible avec l'état de ma jambe. Donc l'AI m'a proposé une formation supérieure, mais d'habitude, eux, ils t'orientent vers un autre domaine. Et moi, pendant 6 mois, j'ai dit, ils m'ont envoyé faire des stages de décorateur d'intérieur, de chenille, de machin. Et moi, j'ai dit non, moi, je veux maintenant crocher, je veux bosser dans le vin, je veux rester dans cette entreprise. Et alors, j'ai dit, je vais aller faire le brevet fédéral à Changin et après, je me battrai pour avoir un poste adapté dans l'entreprise. Et puis ça ira. Et puis c'est ce que j'ai fait. Après j'ai été à Changin. Bon, ça faut dire la vérité, ça m'a emmerdé parce que j'avais l'impression que j'apprendrais plus de choses. Alors j'ai fait mon brevet fédéral à Changin, mais en cours emploi. Je pense que ce que j'aurais aimé, encore une fois, c'était faire la formation d'ingénieur œnologue plus poussée. Mais j'aurais jamais eu les finances à l'époque, j'avais pas de parents derrière qui m'auraient dit tu peux faire de l'ingénieur pendant 3 ans sans bosser. Moi je devais déjà 100% m'assumer donc c'était pas possible. Donc du coup j'ai fait le cours emploi avec un taux record d'absence mais j'ai très bien passé mon diplôme. Et puis j'ai fini l'année 2013, la même année où on s'est marié avec Richard et puis voilà, après j'ai évolué dans l'entreprise avec toujours des challenges, des défis, des nouvelles choses et puis beaucoup de plaisir. Ce qui est bien avec l'entreprise, c'est qu'elle a tout le temps évolué, donc je ne me suis jamais embêtée. Et puis je sens que quand j'ai une idée ou que j'ai envie de quelque chose, c'est quand même assez réceptif, donc ça permet aussi de se développer. C'est sûr que j'étais au même poste il y a 10 ans, je serais certainement plus là parce que moi j'ai besoin que ça bouge. Un petit peu, alors les femmes dans le vin, en Valais, on en parle beaucoup, mais ça existe depuis 30 ans. Et des femmes qui ont beaucoup travaillé pour faire leur place, comme des Marie-Thérèse Chapa, des Marie-Bernard Gillot, c'est des femmes qui ont bien milité pour la cause, ou des Madeleine Gay. Ça, c'est des monuments qui font que finalement, pour moi, une femme dans le vin, c'est presque maintenant un standard comme un homme. Donc moi, je ne joue pas trop là-dessous. Je déteste mettre en avant le fait « Ah mon Dieu, je suis une femme dans le vin ». Donc moi, j'ai toujours voulu être traitée à égal et je me dis qu'en fait, c'est ta façon de travailler et c'est ta persévérance qui fait que tu fais ta place. Mais c'est sûr que je pense, peu importe que tu sois un homme ou une femme, s'il y a une profession où il faut vraiment faire ta place parce que des fois, il y a des vieux de la vieille qui ont un peu leur tronche. Alors bien sûr, parce que t'es une femme, c'est plus compliqué, mais il y a aussi des habitudes qui sont là depuis 50 ans qui font qu'il faut un peu bousculer tout ça. Mais moi, comme j'ai vraiment pas mal de caractère, je me suis laissé marcher sur les pieds, ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça n'a jamais duré très longtemps parce que après je me botte le cul et puis l'autre il attrape 3 fois plus fort derrière, donc en principe je me suis toujours débrouillée. Petite Arvine 2021. Donc là, c'est dans les flux maintenant depuis le mois de septembre 2020. 2021, pardon. 2021, c'est un millésime où on avait très peu de quantité. C'est un millésime où il y a beaucoup d'acidité. Ça, c'est un peu fil de terre, c'est fil et soirée. C'est mon impression alors que moi je connais pas grand chose. C'est sympa quand même. Alors après, une fois que la fermentation elle est finie, que l'élevage est fini, on déguste les barriques individuellement et puis après on décide ce qu'on assemble, ce qu'on garde pas. Alors des fois il y a des bois qui ont un petit peu trop marqué, ou il y a des barriques qui sont moins bien, d'autres qui sont mieux, donc on essaye un petit peu de voir qu'est-ce qu'on choisit, comment on fait l'assemblage et tout ça. Le bois, c'est un truc que vous rajoutez, ça? Ça c'est du cerisier, c'était mis à l'époque pour contre certains parasites qu'il y avait dans les caves. Ah, maintenant, ça se fait plus beaucoup. Là, c'est un autre projet. C'est une Aïda de V
Plateau de la Cota, là, c'est le vin qu'on fait chez Jornet, avec ce vignoble de montagne assez escarpé. J'avais emmené Micha, là, c'est magnifique, c'est au milieu de la montagne, complètement... Tu t'imagines même pas qu'il y a des vignes, je te montrerai après. D'accord. Et puis là, on fait un vin blanc normalement en cuve. Et puis là, depuis 3 ans maintenant, on fait des essais en fût de chêne aussi. Les Jornet, parce qu'ils ont toujours été des pionniers, d'abord avec l'API il y a 30 ans en arrière, et puis ils ont quand même eu aussi, ils ont un peu ce partage de vision de qu'est-ce que sera la vitiviniculture valaisanne dans 30 ans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en plus maintenant pour que on puisse vers de la viticulture raisonnée, comment on peut travailler avec nos vignobles escarpés, mais en essayant quand même de se rapprocher du bio, parce qu'on ne peut pas en faire partout. On a des vraies problématiques en vallée, des vrais défis pour l'avenir, mais moi j'ai du plaisir à m'occuper de cette partie où on développe le bio dans l'entreprise. Maintenant on a lancé un programme IP pour la coccinelle qui sortira cette année. Donc c'est des choses importantes pour moi, parce que faire du vin sans inclure la nature, c'est pas possible. Et puis on voit qu'avec les changements climatiques, il faut quand même qu'on se renouvelle, il faut qu'on pense à ce que ce sera dans 10 ans, quoi. Voilà. Moi j'espère que ma mère, elle a vécu de la viticulture toute sa vie, ma grand-mère aussi. Et puis moi, je ne dis pas que j'ai envie que Louis Martin il bosse dans la vigne, mais si un jour il me dit « Maman, j'ai envie d'être viticulteur », j'ai envie de lui dire « Vas-y, tu peux être viticulteur, c'est un beau métier, dur, mais tu pourras vivre correctement. » Et à l'heure actuelle, si j'avais un garçon qui avait 20 ans, je lui dirais « Non, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas là-dedans parce que tu ne vas jamais t'en sortir. » Et j'ai pas envie de ça pour mon garçon. Donc je me dis en fait, ce que j'ai envie, c'est que dans 20 ans, je puisse dire à Louis Martin, si c'est la voie que tu as choisie, vas-y, parce qu'il y a de l'avenir pour cette profession. Tu peux gagner ta vie correctement, c'est une profession valorisée. On a fait des améliorations, on a réfléchi, le métier a évolué ces 20 dernières années. On peut continuer à faire ça, mais comme des gens qui cultivent les pommes poires ou des gens qui ont des vaches laitières. Mais à l'heure actuelle, je dirais jamais à mon gamin d'aller bosser là-dedans, et c'est ça que je trouve assez triste. Je dis déjà à ma mère qui a 53 ans, des fois de se trouver un autre travail, parce que ça me fait souci avec quoi elle va vivre à la retraite, et puis de comment elle va déjà tenir jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même un boulot beaucoup plus difficile encore qu'à la cave, donc voilà. Le petit avis d'Aïda. Ça c'est le Cosmo. Ouais, c'est là que je fais tourner aux limites. Et puis c'est un petit peu vraiment le bébé en fait. On cherchait avec une pipette quoi. Ouais, c'est ma maman qui s'occupe des vignes en fait. Ça c'est un vin que je faisais déjà, si tu veux, quand j'ai commencé chez Jornet là en 2007, après de 2009 à 2011. Moi j'en ai fait ces petits cuvées en fait de Darwin et d'Aïda, donc j'en ai toujours fait parce que ça me passionnait cet assemblage et cette vinification de vin blanc en fût de chêne. Et puis après, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire des vins pour au Zénith, j'ai décidé un peu de le sortir au grand public, parce qu'avant je le faisais mais je vendais un peu les bouteilles à droite à gauche à ma famille. D'accord. J'ai des vieilles bouteilles de 2009, d'ailleurs on peut goûter une, je sors à la maison. Et ça c'était les prémices de cette cuvée, c'était les tout premiers. Mais en fait, moi j'adore les vins blancs en fût de chêne, mais surtout l'idée c'est de faire un grand vin blanc valaisan qui peut vieillir. Parce que moi j'adore les vieux vins blancs, je trouve que c'est rempli de poésie. Plus un vin vieillit, plus je trouve qu'il y a des arômes qui se développent assez incroyables. Et puis je suis convaincue qu'on peut faire des grands vins blancs en Suisse et en fût de chêne. Mais maintenant c'est encore un petit peu dur dans l'esprit des gens. Ils peuvent acheter un Bourgogne à 50 francs, mais dire je vais mettre 50 francs pour un vin blanc suisse en fût de chêne, c'est un petit peu, c'est pas encore vraiment dans les habitudes. Alors bien sûr pour un rouge, mais pour un blanc c'est plus difficile. Mais moi je suis convaincue que notre trésor chez nous c'est les vins blancs. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai envie de travailler, de me développer. J'ai plein d'idées pour d'autres vins, mais voilà, pour l'instant on installe déjà bien ce Cosmo et puis voilà. Donc là c'est une Darwin qui vient des coteaux de Sion, et ça c'est un millésime 2021. Magnifique. Donc là en fait, comme je t'expliquais avant, le protocole là c'est qu'on a pressé, on a
j'ai retiré une partie des... Enfin, c'est comme quand tu presses du jus de fruits, tu sais, tu as la pulpe au fond. Quand tu presses du blanc, c'est la même chose, tu as une matière très dense qui se dépose au fond de la cuve. Là, j'ai extrait que la partie du jus clair. J'ai laissé ce qui était le dense, c'est-à-dire les bourbes. J'en ai mis un tout petit peu, si tu veux bien. Moi, j'ai mis directement en fût pour faire la première fermentation. Mais normalement, on ne fait pas les fermentations en fût, on les fait en cuve. Parce qu'en fût, c'est toujours assez difficile à gérer parce qu'en fait, un peu le challenge dans les vins blancs, c'est qu'il n'y ait pas trop de... En fait, quand un vin il fermente, la chaleur elle augmente. Voilà, ça peut monter jusqu'à 30 degrés. Et le but en fait pour un vin blanc c'est de fermenter, mais ça dépend, c'est personnel. Moi c'est plutôt entre 16 et 19 maximum. Parce qu'après quand tu montes au-dessus des vins, ça va t'amener des arômes un peu beurrés, lactés qui sont un peu grossiers. Ça flingue ton vin. A contrario, un vin rouge il peut fermenter jusqu'à 35 degrés. Parce que plus il fera chaud, plus ça va extraire aussi son potentiel couleur, aromatique et tout ça. Voilà. Et là, une fois que la première fermentation elle a été finie, on a stabilisé le vin. Il n'y a pas de deuxième fermentation. En fait, la deuxième fermentation, c'est la fermentation pour vulgariser un petit peu, pour faire baisser l'acidité. Ça va travailler sur des bactéries, elles vont travailler pour faire baisser le taux d'acidité dans le vin. Et maintenant, avec les millésimes très chauds, on essaye plutôt de garder les acidités, donc on ne fait plus les deuxièmes fermentations. Sur les rouges, oui, mais sur les blancs, non, pour garder de la fraîcheur. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que dans le futur, je vois différents axes. Moi, là, ce que j'aimerais beaucoup là, dans un futur proche, c'est pouvoir accéder à un poste dans une interprofession ou dans une commission qui permette vraiment d'aider le viticulteur valaisan, parce que ça c'est un projet qui me tient à cœur. Là je fais déjà partie du comité Bio-Vallée pour ce qui est viticole et la partie vin aussi. Et là d'un point de vue plus général, là j'ai envie d'être active pour la viticulture valaisanne, pas juste dans mon entreprise. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que je trouve qu'il y a une part d'injustice, il y a une part de choses à faire évoluer. Donc moi j'aimerais participer à ça. Après, d'un autre point de vue, pour le travail, dans 10 ans, quand même, je vois que j'ai souvent eu envie de dire « Ah, je vais faire ma cave, je pars et tout », mais en fait, j'ai un attachement émotionnel tellement profond à l'entreprise où je suis que je ne peux pas dire « Je vais partir » parce que je me vois très mal partir, honnêtement. Et puis, je sens qu'il y a encore plein de choses à faire chez Journée. J'ai envie de faire plein de choses, je vois qu'il y a plein de choses qui vont se faire et puis j'ai envie de participer à ça. Et j'aime les gens, j'aime l'équipe, j'aime la philosophie d'entreprise, j'aime la dimension sociale de cette entreprise que je pense qu'il se perd dans beaucoup d'endroits. Et ça, je trouve ça magnifique. Et puis après, dans l'autre côté, dans le projet plus personnel, j'espère qu'en faisant notre maison, parce que moi j'ai toujours eu envie d'explorer la création de certains produits à petite échelle, de faire des essais et tout, donc d'avoir une place pour faire ça. Dans le futur, autant que Richard il refasse de temps en temps une bière spéciale. Mais moi j'avais des envies de vinaigre, j'avais des envies de tonic un temps, j'avais des envies de jus de fruits. Donc j'aimerais vraiment expérimenter des choses à petite échelle pour moi personnelle aussi, mais aussi pour comprendre comment ça se fabrique, comment on peut faire, comment produire certaines choses moi-même. Voilà. Ça c'est un peu dans les projets futurs. Et puis avoir quelques poules aussi, j'aimerais bien. Des poules et quelques chèvres naines. J'adore les animaux, alors j'aimerais bien avoir un peu plus de contact animaux-êtres humains. Voilà. Pas que un chat. Puis je pense que ce serait bien que Louis Martin il grandisse aussi en apprenant que finalement un animal, pour moi, ma vision c'est que c'est autant important qu'un être humain et puis j'ai l'impression que ça se perd beaucoup. Donc j'aimerais bien lui inculquer ce lien comme il faut, du respect de l'animal. C'est pas que pour manger, mais c'est aussi un être en soi. Alors voilà, ça c'est un peu l'utopie de maman, mais voilà. Des poules et des chèvres. On arrive déjà à faire la maison, on sera content. Je pense que Richard c'est aussi quelqu'un de... Alors bien sûr il ne va pas peindre ou faire un dessin, mais par contre c'est quelqu'un qui, quand il fait une recette, par exemple pour la bière, il a toujours créé des belles recettes, fait des beaux produits. Donc je pense que c'est bien de continuer à exploiter ça. Je pense que c'est bien pour notre tête aussi, parce qu'on n'est pas dans une routine au travail, mais quand même, on vit avec les saisons. C'est un truc assez spécial parce que quand tu travailles dans l'agriculture, tu as un truc que les gens ils n'ont pas du tout dans un bureau. Parce que dans un bureau, en été, tu sais que tu vas à la plage, puis en hiver, tu as envie d'aller skier à la montagne. Mais nous, on sait que de janvier à février, il y a telle tâche, et puis que la vigne, elle est à ce stade, et de mars à avril, à un autre stade. Et ça rythme vraiment beaucoup nos vies.
Et puis d'apporter quand même ce côté un peu créatif à côté, ça fait du bien à la tête. Mais bien sûr, ce projet de maison colossale qui a bientôt 10 ans, ben, on espère que ça va se réaliser. Et puis évidemment, le projet un petit peu d'accueil, maison d'artistes, il reste. Après, quand, comment, ça, c'est une musique d'avenir. C'est un projet pour fou, mais c'est un bon projet. T'es encore super jeune, alors c'est super. Ah ouais. Ouais, mais le projet, il a 10 ans, puis on n'a pas posé une brique, alors dans 20 ans... Hein. Ah ouais. Faut que j'arrête les chewing-gums alors. Non, je rigole, j'en mange pas. Je vais continuer le vin et le chocolat. Comme mon arrière-grand-mère, elle a toujours bu 1 ou 2 verres de vin par jour, beaucoup de chocolat. Elle a 104 ans, ça a l'air de bien aller. Donc on va continuer sur cette lancée, vin et chocolat. Ça va bien. Passionnant en fait avec les barriques, c'est que c'est comme acheter une voiture à option, parce que sur une barrique tu peux tout choisir. C'est pour ça que je pense que pour faire des bons vins en barrique aussi, il faut des années de pratique. Parce que déjà tu peux choisir l'essence de bois, c'est déjà le choix de base. Ouais. Donc par exemple nous on travaille qu'avec du chêne. Après tu peux travailler avec du mélèze, avec du cerisier, mais ça va t'amener des arômes assez marqués. Donc le chêne ça reste assez neutre. Ouais. Après, une fois que tu as choisi ton essence de bois, tu choisis combien de temps tu veux que le bois il soit resté séché en extérieur avant que l'on fasse ta barrique. Ouais. C'est-à-dire par exemple 24 mois, 36 mois. Voilà. Une fois que tu as choisi ça, tu choisis la grandeur du contenant. Ça, c'est une barrique traditionnelle standard bourguignonne. C'est le standard de 228 litres. Et après, moi, je travaille des blancs aussi maintenant en 400 litres, comme ici, en 400 et en 500 litres. Plus la surface de bois est grande, moins ce côté boisé va être marqué. Une fois que tu as choisi ça, ta barrique, elle est construite. Et en fait, quand tu construis une barrique, c'est comme une rosace. D'ailleurs, il faut aller voir une tonnellerie parce que c'est un travail à 90%, c'est encore tout fait à la main. Donc c'est assez incroyable. En fait, chaque barrique est une pièce unique parce que c'est un tonnelier qui la monte du début à la fin et qui fait le travail. La seule intervention de machine, c'est en fait, tu vois, la planche, elle est plate et puis il lui amène une courbe. Et ça, ça se passe dans une machine. Mais après, le montage, ça fait 100% à la main. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a monté le haut, à l'intérieur, il y a des chauffes. Ça veut dire que ça va sur un foyer et on décide de chauffer à temps de température pendant 15 minutes, à temps de température pendant 30 minutes. Ça, c'est la recette de chaque tonnelier. Et toi, tu dis, je veux une chauffe moyenne, je veux une chauffe forte, très forte, tu peux encore décider ça. Une fois que ta barrique, elle est finie, puis que elle arrive à la cave, ce que tu dois encore décider, c'est combien de temps je vais l'utiliser. Tu vois, là, il y a un potentiel, il y a un mélange de barriques neuves et de barriques qui ont déjà été utilisées une première fois. Pourquoi? Parce que sur un vin blanc, si je mets que de la barrique neuve, et aussi sur un vin rouge, tu n'auras que le goût du boisé. Donc l'idée, c'est d'avoir le côté boisé et la structure du fût, mais que ce ne soit pas trop marqué non plus. Voilà. Que tu sentes encore la typicité du cépage. Voilà. Mais moi, moi c'est un peu, c'est ma 13-14e année de vinification de vin blanc en fût de chêne. Mais je pense qu'il faut quand même des années pour avoir la bonne réflexion, la bonne démarche, et trouver les bons fûts. Voilà. Donc tu as encore des années à faire. Voilà, j'ai encore plein d'années à faire. C'est un beau métier parce qu'on apprend tout le temps. Voilà, mais c'est assez complexe. La vinification en fût de chêne est assez complexe. Quel cépage, après combien de temps tu laisses dedans? Moi je laisse dedans 18 mois les blancs, mais tu peux décider de laisser 12 mois, 6 mois, 24 mois, 36 mois. Ça, après c'est un choix personnel aussi. Suite à la dégustation, suite à... En fait, ce qu'il y a, c'est quand tu fais un vin, l'important pour moi, je pense, c'est d'avoir quand même l'idée du produit final que tu veux. Après, bien sûr, il peut y avoir voilà, ça peut prendre des chemins différents, mais le produit final que tu veux, il va guider un petit peu tes gestes. Parce que sinon, c'est un peu au petit bonheur la chance et puis tu n'arrives jamais au produit que tu veux. Il faut quand même que tu aies l'idée de ce que tu veux faire après. Ce que tu aimerais que les gens, moi je dis toujours, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ils ressentent avec mon produit quand ils le boivent, qu'est-ce que j'ai envie que, quelle émotion j'ai un peu envie qu'ils aient, tu vois, c'est ça aussi. Mais le vin, ça reste un produit vivant, alors même qu'on applique des recettes, même qu'on a des feelings et tout, ça reste un produit vivant qui, moi je dis toujours, ça suit un chemin mais ça vit sa vie, donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas licencié complètement.